Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Comment assurer la libre circulation des architectes et leur établissement dans les pays membres de l'UEMOA? La question est au centre de la 10e session de la conférence des ordres d'architectes des pays membres de l'Union. Une conférence qui a ouvert ses portes hier ici à Bamako. Nous en parlons dès le début de ce journal. Les radios de proximité jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Un fait rappelé par l'Union des radiodiffusions et télévisions libres à la faveur d'une conférence. Vous aurez la quintessence de ces échanges avec le reportage de Sédou Traoré à suivre. À Tombouctou, plusieurs femmes et filles ont été formées pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Une initiative du ministère de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est aujourd'hui que les 133 cardinaux venus de 70 pays des 5 continents vont rentrer en conclave pour élire un nouveau pape dans les prochains jours. Les explications sur le mode d'élection d'un pape dans ce journal avec Ousmane Daou. Dans la chronique environnement de ce mercredi, Agebo Koulibaly braque ses projecteurs sur l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. La structure mène la réflexion sur les acquis, les défis et les perspectives d'amélioration de la gestion des eaux usées. En sport avec Arijou Mantina, nous allons parler essentiellement de football avec la 20e journée du championnat national de première division qui prend fin aujourd'hui et le second demi-finale retour de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, nous recevons dans ce studio Ousmane Daou pour la lecture d'un décret. Bonjour Ousmane. Bonjour Bemba Sibi. La teneur de ce décret avec vous. Émanant du secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2025-03-PTRM du 7 mai 2025, portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6 ANRM du 2 mars 1966 modifiée portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004 modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36 PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-0658 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2025-0070 PTRM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci Ousmane Daou pour la lecture de ce communiqué. Je vous l'annonçais dans le titre, ouverture hier à l'Hôtel Salam de la 10e session de la conférence des ordres d'architectes des pays membres de l'UEMOA. La session va se pencher sur plusieurs thématiques dont la plus cruciale est la libre circulation des architectes et leur établissement dans les pays membres de l'Union. La session qui a réuni les représentants des différents ordres d'architectes de la sous-région va plancher pendant 3 jours sur l'avenir de la profession et son adaptabilité au changement climatique. Les détails avec Aloussine Touré. Dialogue, partage d'expériences et mutualisation des efforts pour la reconnaissance de leur corporation,
Ce sont les principaux défis affichés par les architectes des pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, réunis à Bamako pour la 10e session de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'UEMOA. Ils entendent ainsi renforcer leur collaboration. Abdraman Sidibé, président de la conférence des ordres d'architectes de l'UEMOA. Au-delà des échanges techniques, des réflexions stratégiques est aussi une opportunité de renforcer l'intégration de nos peuples à travers la culture bâtie et l'aménagement harmonieux de nos territoires. Le représentant de l'UEMOA a salué le dynamisme de la conférence des ordres d'architectes de la communauté, dont les résultats vont au-delà des attentes. Quant à la session, elle fera le bilan de l'état de transposition des législations nationales de la directive UEMOA du 26 septembre 2013. Roberto Alexandre Vieira, représentant résident de l'UEMOA au Mali. Faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session et sur l'état d'avancement de la transposition de la directive relative à l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte dans l'espace UEMOA. L'enjeu fondamental de cette session demeure la libre circulation et le droit d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA, dira le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme, Amadou Maïga. La libre circulation et le droit d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA. L'architecte n'est pas un simple technicien de la construction. Il est un acteur culturel, économique, social, porteur d'une vision du territoire. Assurer sa mobilité entre nos États, c'est davantage mutualiser les compétences, une mise en concurrence saine, mais aussi un enrichissement des pratiques et des approches. Les changements climatiques, par leurs effets difficiles à maîtriser, mettent les architectes en première ligne dans l'adaptation des habitats qui se doivent d'être résilients et durables. Réfléchir sur les potentialités en matière d'énergie renouvelable avec les acteurs du secteur, c'est en substance l'objectif visé par l'association de formation et d'appui au développement en tenant une rencontre d'échange et de partage avec les services techniques et les organisations de la société civile. Cette rencontre vise à promouvoir l'adoption des technologies d'énergie renouvelable, apportant ainsi une solution durable à la crise énergétique. Les détails avec Daouda Kouni. Le manque d'électricité pendant de longues durées dans la journée affecte les ménages où les habitants doivent improviser des solutions avec des fortunes diverses pour éclairer les domiciles, conserver les aliments et aussi pour supporter la chaleur pendant les périodes de forte chaleur. C'est dans ce contexte que l'association de formation et d'appui au développement, organisation non gouvernementale AFAD, accompagne les efforts des autorités du Mali dans la promotion des énergies renouvelables à travers l'organisation de cet atelier d'échange multi-acteurs sur les potentialités en matière d'énergie renouvelable. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD. Faire connaître les différentes potentialités en vue de leur valorisation. Partagez vos expériences et initiatives. Ils sont une quarantaine de participants à prendre part à ce cadre d'échange et de partage pour une amélioration du cadre de vie en matière d'énergie au Mali. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies. L'accès à l'électricité reste toujours un défi majeur dans notre pays, car tous les secteurs dépendent de ce sous-secteur. Belle initiative de l'ONG AFAD, dans le cadre d'un partenariat avec les organisations de la société civile africaine œuvrant dans la promotion des énergies renouvelables au sein de la coalition CAFER. Il cadre parfaitement avec la vision 2063 qui prévoit qu'au moins 9 Maliens sur 10 aient de l'électricité et ambitionne à 70% la production d'énergie provenant des sources renouvelables au Mali à l'horizon 2063. À l'issue de l'atelier, un rapport assorti d'un plan d'action sera produit, validé et partagé avec tous les acteurs pour une synergie d'action en matière d'énergie renouvelable au Mali. Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres, URTEL, a organisé hier à la Maison de la Presse une conférence débat sur le thème « Le rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali ». L'objectif de cette conférence est de rappeler aux professionnels des médias le rôle crucial que jouent les radios de proximité dans la promotion de la paix au Mali. Les détails avec Sédou Traoré.
La thématique, le rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali a été présentée et expliquée par l'un des pionniers des radios de proximité au Mali. Daouda Mariko, ancien président de l'URTEL, attribue les succès des radios de proximité dans la promotion de la paix à un environnement favorable. Tout part de la maîtrise de l'environnement. Parce qu'une radio, elle est créée pour un ensemble de communautés. Donc si vous n'avez pas une connaissance approfondie de cet environnement, c'est difficile que vous arriviez à répondre à leurs besoins. La connaissance de l'environnement, où évolue la radio, est une nécessité, voire une obligation, lorsque la station a l'ambition noble de servir la communauté. Les initiatives en faveur du dialogue, de la cohésion sociale et du développement communautaire font partie des missions quotidiennes des radios de proximité, souligne l'actuel président de l'URTEL. Pour Mahmoud Bokoum, ces radios fonctionnent et œuvrent au service des communautés. Il est donc impératif, selon lui, que des acteurs du secteur jouent pleinement leur rôle dans la stabilité du Mali. Nous avons élaboré une charte d'antenne dont le premier article dit que la radio de proximité est un trait d'union entre les populations. Donc c'est ce qui nous a poussé à choisir cette thématique pour non seulement créer des conditions de dialogue entre les différents membres de la communauté, mais aussi et surtout prendre en charge les difficultés de ces différentes communautés-là dans nos productions de contenu pour qu'on puisse les diffuser et que les autorités et les partenaires puissent prendre ça en charge. Parce qu'une radio n'existe que c'est lorsqu'il prend en compte les difficultés de la communauté. Au-delà des actions citoyennes des radios de proximité, les intervenants ont également souligné les difficultés rencontrées par ce médium, notamment dans l'accès à l'information. À cela s'ajoute le manque de ressources humaines et financières. Cette conférence débat organisée par l'URTEL s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Mali. À Tombouctou, plusieurs femmes et filles ont été formées pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Une initiative du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle avec l'appui de ses partenaires. Les précisions depuis Tombouctou de Idrissa Ngoulou Sissoko. Au cours de son séjour à Tombouctou, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé au lancement de plusieurs projets et des remises de matériel. 30 jeunes apprentis ont été formés et dotés de permis de conduire. Lancement d'un projet à l'intention de 100 personnes femmes rurales, primo-demandeurs d'emploi et victimes d'inondations. Le projet piloté par la Chambre régionale d'agriculture est doté d'un budget de 50 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois, va concerner les cercles de Diré, Goundam, Tombouctou, Gourmararous et Niafounké. Mohamed Nasser, président de la Chambre régionale d'agriculture de Tombouctou. Votre présence témoigne des engagements du gouvernement à faire de l'agriculture l'élevé de développement économique, résilient, social. Aussi, 30 jeunes filles ont été formées par l'UNICEF en transformation agroalimentaire et saponification et dotées de kits. Fanta Amadoun Khalil est représentante de l'UNICEF. L'UNICEF attache du prix à ce projet pour l'employabilité des jeunes et leur participation aux activités économiques et sans nul doute gage du développement et de l'essor économique de toute nation. Le ministère a lancé la formation en technique de maraîchage et de gestion de réservances au profit de 50 agriculteurs et la remise d'attestations et kits à 75 jeunes filles dans le cadre du projet FIER. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ces actions s'inscrivent en droite ligne de la feuille de route du gouvernement de la transition, en particulier l'axe 2.1 visant à restaurer l'autorité et l'unité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base. Enfin, les associations féminines des 13 cercles ont reçu la somme de 8 millions de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Yagouba Kone pour l'ORTM. Dans l'actualité internationale, au Tchad, 8 témoins sont convoqués aujourd'hui par la Cour dans le cadre du procès de Idrissa Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby Itno. Un procès qui a débuté hier à N'Djamena. Idrissa Youssouf Boy avait demandé une liberté provisoire qui a été rejetée par la Cour. Il a été incarcéré depuis le mois de janvier dernier dans les locaux des renseignements généraux en raison d'escroqueries et détournements de plus de 10 milliards de francs
francs CFA à la demande du chef de l'État. Au Soudan du Sud, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a conclu hier une visite de 2 jours à Juba, une mission centrée sur le processus de paix sud-soudanais. Le chef de l'Union africaine espérait favoriser une reprise du dialogue, mais il n'a pas pu rencontrer le vice-président Riek Machar. Ce dernier est détenu depuis plus d'1 mois. C'est demain que sera célébrée plutôt la journée de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai marque la fin officielle des hostilités en Europe en 1945 après la capitulation de l'Allemagne face aux forces alliées le 7 mai 1945. Toujours dans l'actualité internationale, c'est aujourd'hui à partir de 14h30 que les 133 cardinaux venus de 70 pays des 5 continents vont rentrer en conclave l'eau latin qui veut dire fermé à clé pour élire un nouveau pape dans les prochains jours. Ce prochain pape est choisi parmi ce collège électoral des cardinaux. Le mode d'élection d'un pape avec Ousmane Daou. Parmi les 133 cardinaux électeurs actuels, 106 ont été nommés par le pape François, dont notre compatriote, le cardinal Jean Zerbo, représentant ainsi 79,6% du collège cardinaliste, 22 par le pape Benoît XVI et 5 par le pape Jean-Paul II. Ils ont tous moins de 80 ans et ils seront en conclave, un mot latin qui veut dire fermé à clé sous la chapelle Sixtine du Vatican. Ce sera 4 votes par jour, 2 le matin, 2 le soir, à l'exception du premier jour du conclave. Et à chaque vote, un cardinal va écrire sur un papier « Je choisis mon pape ». Le nouveau chef de l'Église va être désigné dans une réunion très codifiée qui ne s'achèvera que lorsque le prochain pape sera choisi par 2 tiers des 133 cardinaux votants. Le vote débutera à 14h30 temps universel. Durant la période du vote, les cardinaux seront dans une bulle hermétique. Le Saint-Siège passera en état de siège, coupé du monde, ni télévision, ni journaux, ni Internet, aucun contact. Les 2 tiers des cardinaux s'accorderont sur un nom. Parmi les papabilés, c'est-à-dire ceux pressentis pour être pape, l'Italien Pietro Parolin, le Philippin Luis Antonio Tagle, l'Américain Timothy Dolan, le Ghanéen Peter Turkson, le Guinéen Cardinal Sarah et le Français Jean-Marc Aveline. À la fin de chaque journée, les bulletins sont brûlés et la couleur de la fumée qui s'en dégage indique au monde extérieur les résultats de leur vote noir si aucun consensus n'a été trouvé. Lorsqu'un consensus est obtenu, le cardinal doyen demande à l'élu s'il accepte la nouvelle fonction. Le doyen continue. De quel nom voulez-vous être appelé? La fumée blanche et les cloches annoncent en chœur aux fidèles qu'ils ont un nouveau pape. Celui-ci avance sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour se présenter et le cardinal doyen prononce la fameuse formule latine Habemus Papam, c'est-à-dire nous avons un pape. L'Église catholique se cherche un chef et les yeux des fidèles sont tournés vers la chapelle Sixtine pour le 27e conclave de l'histoire. Les 2 derniers conclaves en 2005, lors duquel Benoît XVI avait été élu, et en 2013 pour le pape François n'avaient duré que 2 jours, alors du vote. Sport, football, tout d'abord en Europe, la seconde demi-finale et retour de la Ligue des Champions oppose ce soir le Paris Saint-Germain et Arsenal. Déjà, on connaît la première équipe qualifiée pour la finale. Il s'agit de l'Inter de Milan qui a éliminé hier soir en prolongation le FC Barcelone 4-3. Au plan national, la 20e journée du championnat national de première division prend fin aujourd'hui. Hier, le leader, le Stade Malien de Bamako, a conforté sa première place en s'imposant 1-0 face aux 11 créateurs de Nyarela. Le résumé de l'actualité sportive avec Aridou Matina. La 20e journée s'achève ce mercredi avec 2 rencontres. À 17h au stade Mamadou Konaté, l'association sportive de Korofina ASCO, provisoirement avant-dernière du classement, avec 16 points, affronte le Djoliba Athletic Club, deuxième du championnat avec 37 points. Juste après, à 19h15, l'US Bougouba, 7e avec 26 points, jouera contre l'USFAS, provisoirement 4e avec 33 points. Hier, au compte de cette 20e journée, le leader, le Stade malien de Bamako, a battu 1-0 les 11 créateurs de Nyarela. Une réalisation de Mokhtar Mohamed Sissé, meilleur buteur du championnat national. C'est par ce même score d'1-0 que les étoiles du Mandé
ont pris le meilleur sur le FC Diarra. Le tribunal arbitral du sport TAS a annoncé hier mardi la confirmation de l'exclusion du club mexicain de Lyon de la Coupe du monde des clubs. Alors que la FIFA avait annoncé l'exclusion de l'équipe mexicaine du mondial des clubs qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet, Lyon, qui avait fait appel de cette décision, a donc été débouté par le TAS. Selon le tribunal arbitral du sport, le club mexicain ne remplit pas les critères du règlement du mondial des clubs. Par conséquent, la place vacante dans la zone CONCACAF pourrait se jouer lors d'un match de barrage entre Los Angeles FC et le club américain. Concernant cette Coupe du monde des clubs qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis, les premiers billets viennent d'être mis en vente. Ligue européenne des champions nouvelle formule, l'Inter Milan, au bout d'une irrespirable demi-finale retour, est venu à bout du FC Barcelone 4-3 hier en première demi-finale retour. Et pourtant, comme à l'aller, le FC Barcelone mené 2-0 va parvenir à égaliser et prendre l'avantage. Mais dans les arrêts de jeu, l'Inter va réussir à rétablir la parité 3-3. Et pendant les 30 minutes de prolongation, les Nerazzurri vont inscrire un 4e but. Le club italien va ainsi disputer le 31 mai prochain à l'Allianz Arena de Munich. Il connaîtra son adversaire ce soir à l'issue de la seconde demi-finale retour prévue à 19h au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. À l'aller, les Gunners d'Arsenal s'étaient inclinés 1-0 à domicile. Chronique de l'environnement. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly braque ses projecteurs sur l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. La structure mène la réflexion sur les acquis, les défis et les perspectives d'amélioration de la gestion des eaux usées. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. Suivons. Créée pour répondre aux exigences d'un assainissement durable, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM, a pour vocation d'exploiter, d'entretenir et de moderniser les stations d'épuration des eaux usées à travers le territoire malien. À ce titre, elle constitue un maillon essentiel de la chaîne de protection de l'environnement et de la santé publique. Ouma Djeneba Mahaman, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. La mission principale de l'ANGESEM, c'est surtout la gestion durable des ouvrages d'assainissement et annexes. Donc nous menons des études, procédons à la construction et le suivi des ouvrages et des effluents traités. Nous sommes en même temps maîtres d'ouvrage délégués. Nous contribuons à l'élaboration de la politique nationale de l'assainissement et appui conseil près des opérateurs du secteur. Il y a la plus grande station qui est de type lagunage naturel, qui est d'une capacité de 5000 m3, qui est basée à Sotibaye, qui est la première d'ailleurs. Et nous avons des stations au niveau de quelques hôpitaux. Il s'agit là de l'hôpital du Pongé, l'hôpital dermatologique de Bamako, l'hôpital du Mali et à Sigasso. Nous avons une station à Tombouctou, Mopti, Koulikoro, district de Bamako aussi, des sentiers aussi qui sont à Koura, Sigasso, Ségou et Kaye. Sous la direction de Mme Ouma Djeneba Mahaman, l'agence s'est efforcée de concilier efficacité opérationnelle et rigueur technique. Toutefois, les défis restent nombreux. Le défi à relever, c'est surtout le non-paiement de la redevance. Nous avons le financement du secteur et puis l'incivisme de certains citoyens qui déversent directement dans les collecteurs et dans les caniveaux, ce qui est interdit par la loi. Le suivi et le contrôle des eaux traitées demeurent également perfectibles, malgré les efforts déployés pour systématiser les analyses physico-chimiques et bactériologiques. Peu de stations disposent d'un laboratoire fonctionnel ou de partenariats techniques pérennes. Il y a deux sortes de suivi, un suivi quotidien, comme vous le savez, ça c'est tous les jours, un suivi à travers des fiches de suivi, des entretiens aussi courants tous les jours. Et puis le contrôle de la qualité de ces eaux est fait à partir des prélèvements. On a un laboratoire bien équipé aujourd'hui qui nous donne les informations en temps réel. Il y a des prélèvements journaliers, des prélèvements hebdomadaires et mensuels à travers non seulement les stations que nous gérons et puis les unités industrielles qui sont raccordées et puis d'autres partenaires. Face à ces constats, l'ANGESEM n'a pas manqué d'explorer des pistes innovantes.
Ouma Dieneba Maman, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. En matière d'innovation, je peux parler du cas de Sotiba, la plus grande station de formation dans le passé qui avait d'énormes problèmes de dégagement de gaz. Durant des années d'expérience, on s'est rendu compte que les diagnostics ont démontré qu'il faut plus de matière organique parce que c'est une station de type lagunage naturel, écologique. N'oublions pas aussi que nous sommes dans un pays sahélien. Il faut faire attention aux effets du changement climatique et ne pas polluer la nature avec les dégagements tant qu'on peut éviter l'énergie. Donc c'est pour cela qu'on a couplé une station de bout de vidange aujourd'hui est opérationnelle qui reçoit des eaux domestiques à travers les spiros qui apportent assez de matière organique et qui a réellement impacté le traitement. Il y a ça. Avant aussi, on avait des problèmes parce qu'il y a des lits de séchage. On procède à des curages, donc qu'on mettait sur les lits de séchage qui est sur lequel à travers du sable. Donc à chaque fois où on devrait procéder à l'enlèvement, il y a assez de sable qui vont avec ces bouts-là. Et il faut en tout cas remettre encore d'autres en place. Et ce n'est plus le cas avec l'exemple de Bougouni, où c'est des dalettes qu'on a mis en place. C'est facile à relever, il y a moins de pertes. L'assainissement, pourtant, n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Le défi est donc lancé, pérenniser les acquis, surmonter les obstacles structurels et faire de l'ANGESEM une vitrine d'excellence pour une gestion durable de l'assainissement au Mali. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Kanin Keita pour les avis communiqués en français et en bambara. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Abse Traoré, une réalisation de Adam Maïga. Mise en ligne, Badji Touré, coordination éditoriale Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.